Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à l'anxiété et la dépression chez les aînés. Et vous allez voir tantôt que l'anxiété et la dépression touchent plusieurs personnes âgées et que malheureusement, ces deux troubles-là peuvent mener au suicide. Donc, c'est l'objet de ma présentation aujourd'hui. Pour que la présentation soit interactive, je vous demanderai de poser des questions au fur et à mesure. Donc, si vous avez des questions, tout ce que vous devez faire, c'est lever la main et je vais m'arranger pour vous voir. Et c'est une façon de rendre la présentation plus interactive. Donc, je vais commencer par vous poser des questions, des vrais ou faux. Je vous demanderai de répondre pour vous. Donc, je ne veux pas que tout le monde commence à répondre en même temps. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est juste pour vous mettre un peu dans le bain, puis je vais essayer, durant ma présentation, répondre à ces vrais ou faux, évidemment. Donc, le nombre de suicides est plus élevé chez les 65 ans et plus que chez les 40-64 ans au Québec. Vrai ou faux? Les hommes de 85 ans et plus sont environ 6 fois plus à risque de se suicider que les femmes du même âge. Vrai ou faux? Donc, gardez les réponses pour vous. Vous pouvez en parler un peu avec la personne qui est à côté de vous, qui est assise à côté de vous. Entre 1981 et 2009, le nombre de suicides a augmenté chez les 65 ans et plus au Québec. Est-ce que c'est vrai ou faux? Comparativement à d'autres pays industrialisés, le taux de suicide chez les 65 ans et plus est élevé au Québec. Il est préférable de ne pas parler de suicide à une personne déprimée car cela pourrait l'inciter à passer à l'action, donc de se suicider. Donc, vrai ou faux? Donc, gardez ces questions en tête, puis je vais essayer avec vous de répondre à ces questions-là durant ma présentation. Donc, premier graphique, c'est un graphique qui est tiré de l'Institut, attendez, je ne vais pas me tromper, l'Institut national de santé publique, donc une présentation effectuée par M. Gilles Légaré en 2012, qui illustre bien le nombre de suicides annuels selon les groupes d'âge chez les gens vivant au Québec. Donc, comme vous pouvez le constater sur le graphique, il y a une recrudescence du nombre de suicides. Là, j'essaie de pointer, mais oups, pardon. Le petit panneau m'empêche ici un peu de pointer. Donc, j'essaie Donc, il y a une recrudescence du nombre de suicides chez les 40 ans, 59 ans environ. Vous pouvez voir que les barres sont plus élevées sur le graphique. Je vous ferai remarquer que les hommes, c'est en bleu, les femmes, c'est en rouge. Donc, le nombre de suicides annuels est plus élevé, en fait, 3 fois plus élevé chez les hommes que les femmes âgées de 65 ans et plus au Québec. Et la moyenne annuelle de suicides, c'est environ 137 suicides. Remarquez, vers la fin du graphique, chez les 65 ans et plus, c'est relativement bas le nombre de suicides comparativement aux plus jeunes, aux adultes plus jeunes. Donc, tout ça m'amène à répondre à la première question. En fait, le nombre de suicides est plus élevé chez les 65 ans et plus que chez les 40-64 ans. C'est faux, selon des données québécoises récentes. Parce que des fois, on a tendance à penser que les personnes âgées se suicident plus fréquemment, mais selon les dernières données, c'est tout à fait faux. En fait, il y aurait 2 hypothèses. Il y a des études qui démontrent que les personnes âgées au Québec vivent de façon très heureuse. Donc, la satisfaction de vie est très élevée comparativement à d'autres sociétés. Et la deuxième hypothèse, qui est plus ou moins fondée, d'après moi, c'est l'hypothèse de la survivance, c'est-à-dire que les personnes qui sont déprimées se suicident avant d'arriver à l'âge de 65 ans. Donc, c'est pour ça que le taux est plus faible chez les 65 ans et plus. Donc, ce n'est pas nécessairement une hypothèse qui a été validée, mais il y a des chercheurs qui proposent cette hypothèse-là, donc l'hypothèse de la survivance. Donc, les gens plus déprimés ne se rendent pas jusqu'à 65 ans. C'est une façon de voir ça. Là, c'est important de distinguer entre tentative de suicide et suicide réussi. Donc, tantôt, je disais que les hommes sont 3 fois plus à risque de se suicider, de passer à l'action que les femmes, mais c'est les femmes qui font le plus de tentatives de suicide. Donc, la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes se manquent moins fréquemment. Donc, les hommes, et la raison est assez simple, c'est les moyens utilisés. Donc, les hommes vont utiliser des moyens plus agressifs comme la pendaison, les armes à feu, que les femmes. Donc, c'est une des raisons pourquoi les hommes se suicident plus fréquemment que les femmes, habituellement. Et ça, c'est vrai dans n'importe quelle tranche d'âge, mais également chez les aînés. Ça, je trouvais ça intéressant, cette statistique-là. Comparativement aux jeunes 15 à 24 ans, les personnes âgées se manquent moins fréquemment. Donc, pour les jeunes, ça prend 200 tentatives de suicide pour arriver à un suicide. Donc, il y a 200 jeunes qui vont essayer de se suicider, mais qu'il y en a un dans ces 200 jeunes-là qui va réussir à se suicider, tandis qu'une personne plus âgée,
Ça prend 4 personnes âgées pour arriver au suicide. Donc, il y a 4 tentatives par suicide. Donc, ça vient confirmer, encore une fois, que les personnes âgées se manquent moins fréquemment et les hommes se manquent encore moins fréquemment que les femmes. Donc, c'est la différence entre tentative de suicide et suicide réussi. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Aucune question? OK. Ici, c'est un autre graphique que je trouvais intéressant, encore une fois, tiré la même présentation de M. Gilles Légaré de l'Institut national de santé publique. Ici, c'est le taux de suicide, donc c'est un peu différent. Tantôt, on avait le nombre de suicides annuels. Ici, nous avons le taux de suicide par 100 000 habitants. La ligne en noir, c'est le taux moyen. Donc, vous pouvez voir selon les groupes d'âge. En bleu, c'est les hommes. En rouge, c'est les femmes. Donc, encore une fois, on peut voir que le taux annuel de suicide est moins élevé chez les plus âgés que chez les plus jeunes, de façon générale. Et, fait intéressant, et ça répond à la deuxième question, vous voyez ici à la fin, c'est que les hommes de 85 ans et plus sont effectivement 6 fois plus à risque de suicider que les femmes du même âge. Donc, on vient de répondre à la deuxième question de tantôt, c'est vrai. Donc, ça, c'est une statistique que je trouvais intéressante. C'est important de le savoir. Et surtout de porter attention dans votre entourage. Si vous avez des hommes de 85 ans et plus qui présentent des risques de suicide, des signes précurseurs que je vais présenter tantôt, il est particulièrement important d'intervenir assez rapidement. Là, c'est important de faire la distinction entre le nombre de suicides et le taux de suicide, je le dis depuis tantôt. Ici, vous avez des statistiques au Québec entre 1981 et 2009. En 1981, il y avait environ 93 suicides par année au Québec. En 2009, ce nombre a augmenté à 129, une augmentation de pratiquement 70 %. Et ça, c'est vrai pour à peu près toutes les tranches d'âge, en fait, surtout chez les 75 ans et plus. Par contre, si on parle du taux de suicide, c'est plus l'inverse qui s'est produit. Donc, tout dépend comment les chiffres sont interprétés. Entre 1981 et 2009, en fait, c'est ça, le taux de suicide a diminué chez les 65 ans et plus pendant que le nombre de suicides augmentait. Comment c'est possible, d'après vous? C'est tout simplement dû à la population des personnes âgées qui est plus importante en 2009. Donc, plus de 1 million de personnes âgées, tandis qu'à 81, c'était 573 000 personnes âgées, une augmentation de 102 %. Donc, 102 % versus 70 % tantôt. Donc, ça veut tout simplement dire que le nombre de personnes âgées a augmenté plus rapidement que le nombre de suicides chez les aînés. Donc, ce qui explique ces résultats-là. Et ça répond à la troisième question. Donc, la réponse est vraie. Hein? Le nombre de suicides a augmenté, mais le taux a diminué. Donc, tout dépend comment les chiffres sont interprétés. La proportion. C'est ça. C'est une question de proportion. Donc, le dénominateur n'est pas le même entre 81 et 2009. Effectivement. Mais ça, c'est important de le savoir, parce que lorsque vous lisez des articles, des revues ou des articles de journaux, des fois, ce n'est pas du tout expliqué de cette façon-là, puis ça peut porter à l'erreur. Continuons avec un autre graphique que je trouvais intéressant, tiré de Statistique Canada, c'est les moyens utilisés pour se suicider selon les groupes d'âge. Donc, je ne sais pas si ça vous surprend, mais chez les plus jeunes, les moyens utilisés sont beaucoup plus... en fait, c'est plus la pendaison qui est utilisée chez les plus jeunes, comparativement aux plus âgés. Et chez les 60 ans et plus, c'est la colonne mauve. C'est souvent des autres moyens qui sont utilisés, comme par exemple les instruments tranchants, noyades, sauter dans le vide. Ça, c'est rare qu'on voit ça là, chez les plus âgés. Mais ça fait partie des autres moyens pour se suicider. Beaucoup moins la pendaison, beaucoup moins les armes à feu. L'empoisonnement, c'est par médicaments. Donc, les personnes âgées qui vont consommer beaucoup de médicaments pour s'enlever la vie. Donc, ça, c'est intéressant à savoir que les moyens sont différents selon les groupes d'âge. Est-ce que ça vous surprend, ça? Non? OK. Donc, j'ai juste essayé l'accès aux médicaments. Peut-être. Oui. Oui. OK. Donc, c'est plus facile pour une personne âgée d'avoir accès à des médicaments. Donc, effectivement, moi, j'ai fait des études. L'étude sur la santé des aînés, c'est une grosse enquête populationnelle au Québec qui a été publiée dernièrement. Puis, nous avons trouvé que chez les personnes âgées de 65 ans et plus en santé, la moyenne de médicaments consommés, c'était une dizaine de médicaments. Hein. Donc, et pas seulement des médicaments pour la santé mentale, mais également des médicaments pour la santé physique. Donc, si tu mélanges tout ça, si tu accumules tout ça, donc c'est sûr que c'est...
Donc, les risques de décéder par suicide, par empoisonnement sont plus élevés. Effectivement, c'est un bon point. Autre statistique que je trouvais super intéressante, c'est que le Québec, et ça c'est la bonne nouvelle du jour, fait bonne figure d'un point de vue international au niveau du taux de suicide chez les hommes. Ici, vous avez le premier graphique. Donc, sur 21 pays industrialisés, le Québec arrive en 16e position avec 18,4 suicides par 100 000 habitants. Ça, c'est des statistiques de 2007. Le Canada, 17e position. Donc, les pires pays, c'est l'Hongrie et la Suisse. Et les pays les plus performants avec le taux de suicide les plus bas, c'est l'Irlande et le Royaume-Uni. Oui, allez-y. C'est une bonne question. Je n'ai pas creusé. Non, c'est ça, je ne suis pas au courant. J'avais justement une étudiante suisse dans mon bureau hier, donc une étudiante qui voudrait faire un postdoc avec moi. Puis je lui ai présenté ça, puis elle n'était pas du tout surprise, mais on n'a pas eu assez de temps, malheureusement, pour approfondir la discussion de équité. Mais c'est peut-être les campagnes de sensibilisation au Québec, au Canada, sur la santé mentale, le suicide, c'est peut-être un peu plus... Je ne sais pas, je ne veux pas m'aventurer sur des terrains inconnus. Est-ce qu'il y en a qui auraient des explications? Y a-t-il des gens qui... Pardon, j'ai mal compris. Qu'est-ce que... Des gens extrêmement disciplinés. Ah oui, effectivement, c'est... OK. OK. OK, peut-être. Oui, allez-y, monsieur. La richesse et la pauvreté, ou enfin la situation économique, pourraient jouer dans le cas de la Hongrie, OK. de la Suisse. Oui. Mais c'est pas quand même un point fondamental, selon vous? J'ai aucune idée, c'est ça, mais il faudrait aller lire en profondeur l'Institut national de santé publique, comment c'est interprété, là. Moi, tout ce que je voulais vous présenter, c'est... Des fois, on a tendance à penser qu'au Québec, les personnes âgées se suicident comme des mouches, ou... j'exagère un peu, là, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, nous sommes quand même assez bons, et tant mieux. Même chose pour les femmes, c'est le deuxième graphique. Les femmes de 65 ans et plus, c'est très bon au Québec, donc des taux de suicide très faibles, 5,4 suicides par 100 000 habitants. Donc, c'est beaucoup plus faible que chez les hommes, je l'ai dit tantôt, mais encore le Québec, le Canada, nous sommes très performants de ce côté-là. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on doit banaliser. En fait, je vais répondre, ça répond, avant d'en arriver là, ça répond à la 4e question de tantôt. Hein, comparativement à d'autres pays industrialisés, le taux de suicide est élevé au Québec, c'est faux. Donc, ce n'est pas du tout élevé. Donc, je dis tout ça, c'est des bonnes nouvelles, mais tout ça ne veut pas dire que nous devons banaliser le suicide chez les aînés. Au contraire, c'est important de reconnaître les signes précurseurs pour essayer encore plus de diminuer les taux de suicide. Donc, rien n'est parfait, mais si nous pouvons mettre nos efforts en commun pour diminuer les taux de suicide, tant mieux. Donc, justement, je vais essayer aujourd'hui de mieux vous outiller pour reconnaître les facteurs qui augmentent les risques de suicide. Évidemment, la présence d'idées suicidaires, le désir de mourir, un plan précis. Donc, une personne qui vous dit « OK, là, j'ai acheté ma corde, je vais mettre ça un peu caricaturé, là, puis que j'ai l'intention de, à telle heure, telle journée, me pendre dans le sol à tel endroit. Donc là, c'est le temps de passer à l'action et d'intervenir. Donc, plus que le plan est précis, plus que la personne est à risque de se suicider. Avoir fait plusieurs tentatives de suicide. Évidemment, les gens qui font beaucoup de tentatives de suicide, ça augmente les risques de vraiment réussir un jour, de ne pas se manquer. Donc, c'est des gens particulièrement à risque, il faut faire attention. Le fait qu'un proche ait commis un suicide. Donc, il y a un effet d'entraînement des fois, lorsque c'est repris par les médias, des fois. Donc, il faut faire attention. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de parler de suicide par peur de provoquer d'autres suicides. Il faut en parler du suicide. Il ne faut surtout pas que le suicide demeure un sujet tabou, sinon ça va être très difficile de diminuer les taux de suicide dans le monde, au Québec, entre autres. Donc, mais le fait qu'un proche ait commis un suicide, surtout quelqu'un de très, très, très proche, comme le conjoint, la conjointe, un enfant, donc ça augmente les risques de suicide. Souffrir d'une maladie chronique, neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer, qui limite de plus en plus le fonctionnement quotidien. Donc, une personne qui a toujours été active et du jour au lendemain, elle se retrouve clouée sur son fauteuil. Tout ça peut augmenter les risques de suicide. Donc, il faut faire attention.
Ceci étant dit, ce n'est pas tous les gens qui se retrouvent sur un fauteuil qui sont à risque de suicider, donc il ne faut pas partir en peur, mais ça fait partie des risques de suicide, et ces risques-là, plus qu'il y en a en même temps, plus que la personne est à risque. Donc, on doit les multiplier, finalement, les risques de suicide. Donc, s'il y en a plusieurs qui sont présents, ça augmente d'autant plus les risques de suicide. Vivre un événement tragique, décès du conjoint ou de la conjointe, peu importe les raisons, décès d'un enfant, d'un petit enfant, donc peu importe la raison, donc c'est des facteurs de risque importants. Donc, tout dépend comment la personne va gérer ces situations-là. Le manque de soutien émotionnel. Donc, ça, c'est super important. Le soutien social, émotionnel. Est-ce que vous êtes entouré de proches ou est-ce que vous vivez seul? Donc, les personnes qui vivent seules sont plus à risque de suicider. La détresse psychologique, anxiété, dépression et l'isolement social. J'ai mis ça en rouge parce que c'est vraiment mes domaines d'expertise. Donc, mes études présentement portent sur l'anxiété et la dépression. Et d'ailleurs, je voulais vous présenter ce graphique-là qui illustre, selon moi, bien la trajectoire de l'anxiété vers la tentative de suicide. Donc, souvent, une personne anxieuse, surtout si l'anxiété est très sévère, va finir par développer une dépression. La dépression est souvent une conséquence d'anxiété, parce qu'une personne anxieuse, en fait, je vais présenter plus les symptômes tantôt d'anxiété, mais de façon générale, l'anxiété empêche beaucoup le fonctionnement quotidien. La personne évite de sortir, peut développer une dépression. Selon l'enquête québécoise sur la santé de la population publiée en 2008, il y aurait environ 19 % de personnes âgées au Québec qui présenteraient des signes de détresse psychologique sévère. Donc, environ une personne âgée sur 5, c'est quand même assez élevé. Tout ça peut amener à l'isolement social. Donc, la personne, à cause de sa dépression, reste chez elle, évite de sortir. Et chez ces gens-là, il y en a à peu près 1,3 %, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des idées suicidaires. Encore là, c'est des données issues du Québec. Et sur les 1,3 %, il y en a environ 0,1 % qui vont commettre une tentative de suicide ou des tentatives de suicide. Et sur ces gens-là, malheureusement, il y a des gens qui vont réussir à s'enlever la vie. Donc, vous voyez la trajectoire. Donc, ça peut partir de simples symptômes d'anxiété, de dépression. Et surtout, si la personne manque de soutien social, tout ça peut l'amener tranquillement au suicide. Donc, autre détail important, chez les personnes âgées, cette trajectoire-là se fait plus lentement. Les gestes de suicide sont beaucoup moins impulsifs chez une personne âgée versus chez une personne plus jeune. Donc, les jeunes, souvent, ça ne prend pas de temps, là, ça ne va pas bien. Rupture amoureuse, puis la personne passe à l'action. Une personne âgée, c'est quelque chose qui va être réfléchi depuis longtemps, souvent. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc là, si l'anxiété et la dépression, c'est souvent, c'est-à-dire à l'origine de la tentative de suicide, c'est important de bien reconnaître les signes d'anxiété et de dépression, de détresse psychologique. Donc l'anxiété, rapidement, c'est des gens qui vont constamment prévoir le pire. Donc, la personne anticipe constamment la survenue de conséquences négatives. Donc, par exemple, peut-être que je pourrais paniquer, peut-être que je pourrais tomber, peut-être ci, peut-être ça. Il y a des scénarios catastrophiques. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK, vous avez... Est-ce que le verbaliser, comme un centre, c'est comme multi-écoute, quelque centre du Barclay. Oui, oui. Verbaliser. Le publiciser ou les faire connaître, ça aiderait à ventiler. Oui, mais oui, je vais en parler tantôt de la ventilation. C'est important d'en parler de notre détresse psychologique parce que si vous gardez ça pour vous, c'est très difficile de s'en sortir. De se publiciser. Pardon, j'ai mal compris. Évite de se publiciser. Il devrait se publiciser, en fait. C'est important dans des organismes qui sont là pour écouter les aînés, je suis tout à fait d'accord. Et surtout les aînés qui sont isolés socialement. Donc, si vous vivez avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vous voyez vos enfants, c'est facile d'en parler. Mais si vous êtes seul, c'est plus difficile de s'en sortir, d'en parler. Donc, anxiété, c'est également synonyme d'inquiétude excessive. Quelque chose de grave pourrait m'arriver ou arriver à quelqu'un que j'aime. Donc, la peur d'avoir des accidents, la peur que nos enfants tombent malades. Donc, vous voyez, ça peut prendre plusieurs formes. Tandis que la dépression, c'est souvent un retour dans le passé. Donc, c'est la grosse différence entre l'anxiété et la dépression. Anxiété, c'est je prévois le pire dans le futur et la dépression, je rumine sur le passé. Donc, j'étais bon à ce moment-là, j'ai perdu mes capacités. Je me sens inutile présentement, vous seriez mieux sans moi. Je suis fatigué de vivre, je veux en finir. Donc ça, c'est des paroles
qui indiquent que la personne souffre probablement de dépression. Donc, il faut intervenir. Tantôt, je parlais d'inquiétude. Ici, vous avez quelques exemples d'inquiétudes souvent rapportées chez les aînés. Donc, la peur de devenir dépendant, la peur de perdre la mémoire, de devenir sénile, la peur de perdre la vue ou de devenir sourd, la peur d'être placé en institution, la peur d'être victime d'actes criminels, la peur de l'isolement social, la peur de se faire abandonner par ses enfants, la peur de tomber, de se blesser. Donc, vous voyez que les inquiétudes peuvent prendre différentes formes. Et le problème, c'est lorsque ces inquiétudes deviennent intenses, incontrôlables, la personne n'est plus capable de bien dormir, il pense constamment. Et c'est là que les idées suicidaires peuvent apparaître. Et la dépression. Est-ce que la personne y croit profondément dans le fond? C'est ça. Donc, l'anxiété, c'est effectivement, la personne investit beaucoup ses pensées. Effectivement. Donc, la personne y croit beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Une autre façon de différencier l'anxiété de la dépression, c'est que l'anxiété, il y a beaucoup de symptômes de nervosité, de l'agitation. Donc, une personne âgée, agitée, des fois, c'est des signes d'anxiété. Tension musculaire. La dépression, c'est se sentir triste, pleurer, effectivement. Si la personne pleure au moins à chaque jour ou à chaque 2 jours, c'est un signe de dépression. La perte de motivation, d'intérêt, l'impuissance, donc beaucoup d'impuissance. Peu importe ce que je fais, il n'y a rien qui va réussir. Et j'ai mis en rouge les symptômes qui sont partagés entre l'anxiété et la dépression. Et ça explique le pourquoi c'est souvent difficile pour le médecin de faire la part des choses. Donc, les médecins ont beaucoup de difficultés à départager entre des symptômes d'anxiété et de dépression chez les aînés parce qu'il y a beaucoup de symptômes similaires. Et souvent, il y a des maladies physiques qui vont imiter les symptômes d'anxiété et de dépression. Donc, par exemple, la maladie de Parkinson, les démences. Donc, il y a souvent des symptômes d'anxiété et de dépression qui sont présents durant ces maladies-là. Et le médecin va surtout traiter le problème de santé physique sans traiter le problème d'anxiété et de dépression. Donc, l'insomnie, ça c'est un point important, fait partie des symptômes de détresse psychologique associés à l'anxiété et à la dépression. Est-ce que vous avez des questions concernant l'anxiété et la dépression? Ça va? OK. Oui, allez-y. Souvent, on vit avec des gens qui ont tous ces symptômes-là. Oui. On les amène chez le médecin, et puis devant le médecin, ils sont impeccables. OK, oui, oui. Oui, tout à fait. Oui. Alors, le médecin dit, regarde, monsieur-là, Oui, c'est ça. Je comprends très bien. C'est pas toujours évident, effectivement. Mais en fait, c'est peut-être plus le psychologue là, qui pourrait aider. Mais le problème au Québec, c'est que c'est très difficile d'avoir accès à des psychologues dans les services de la santé. Au CLSC, par exemple, il y a très peu de psychologues. Et pour avoir accès aux psychologues, il faut payer en bureau privé. Et c'est souvent le psychologue qui est mieux placé pour évaluer l'anxiété et la dépression. Et le médecin devrait avoir des questionnaires aussi de dépistage. Donc, ce n'est pas juste en posant la question de vous déprimer qu'on réussit à diagnostiquer la dépression. Oui. Oui. Oui, mais je comprends très bien, mais les psychologues, habituellement, ont des trucs pour aller chercher l'information. Ce n'est pas en voyant la personne juste une fois non plus. Il faut la voir plusieurs fois, lui poser les bonnes questions. Il existe des bons questionnaires également pour évaluer l'anxiété et la dépression. Donc, oui. OK, effectivement. Mais c'est le défi. Je comprends très bien. C'est pas évident. C'est... Non, effectivement, c'est pas évident. Mais c'est de ne pas vous décourager, de ne pas se décourager, de continuer, d'essayer de faire comprendre à votre proche que faut qu'il en parle, sinon il ne pourra pas se faire aider, qu'il existe des traitements efficaces. Je vais en présenter tantôt. On n'est pas obligé de prendre des médicaments pour gérer l'anxiété et la dépression. On peut suivre des thérapies aussi. Je vais en parler tantôt. Ça va? Une autre question? Allez-y. Une petite question. Il y a beaucoup d'informations. Ça va un petit peu vite. Je me demandais, est-ce qu'il y a moyen, est-ce que la présentation PowerPoint va être disponible par la suite? Je crois que oui. Présentement, je suis filmé, je crois. Parfait. On essaie de noter. Ça va être sur Internet. Ah. YouTube. Non. YouTube? Donc, ma première apparition sur YouTube. Donc, c'est bon, je vais aller voir ça. OK. Donc, les autres signaux d'alarme, c'est lorsqu'il y a un changement soudain de comportement chez la personne que vous aimez. Par exemple, une augmentation soudaine de la consommation d'alcool ou de médicaments. Accumulation de médicaments. Il y a une madame tantôt qui parlait de ce facteur-là, effectivement, lorsque la personne commence à entreposer ses médicaments. Donc, vous remarquez que dans sa pharmacie, qu'il y a de plus en plus de Rivotril. Hein, c'est un benzodiazépine.
qui est un calmant qui est prescrit pour gérer l'anxiété, que la personne les accumule. Il faut lui poser la question, pour quelle raison que c'est accumulé. Donc, il y a peut-être des idées suicidaires, parce qu'à force d'accumuler des médicaments, on finit par en avoir beaucoup, et la personne peut passer à l'action. Il faut faire attention. Changement dans l'apparence physique, apparence négligée. Donc, quelqu'un qui était toujours bien habillé, du jour au lendemain, vous voyez le monsieur, par exemple, il est mal rasé, mal habillé, la madame est mal habillée. Donc, c'est peut-être un signe d'anxiété, de dépression, ou des fois, c'est des signes de début de troubles cognitifs. Tout dépend. Donc, c'est important d'intervenir, d'essayer d'aider la personne, de l'encourager à les consulter. Achat d'une arme à feu. Mais là, c'est sûr, quelqu'un qui n'a jamais été chasseur, qui se procure un fusil. Donc, ça devrait vous allumer une lumière. Mais ce n'est pas toujours évident. Ça peut paraître évident aujourd'hui. Là. Je vous parle de tout ça rapidement, mais des fois, on ne porte pas trop attention à ça. La personne a s'est découvert une nouvelle activité. Puis il faut poser des questions. Tu sais, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire avec son arme à feu? Est-ce qu'elle a pris des cours? Donc, d'aller un peu plus loin, de ne pas laisser ça comme ça. Donner les objets importants à son entourage. Donc ça, c'est des signes souvent précurseurs du suicide. Donc la personne commence à donner des objets importants à tout le monde. Donc, par exemple, une personne âgée qui aimait son tableau accroché dans le salon. Du jour au lendemain, elle décide de le donner à ses enfants, donc des antiquités ou n'importe quoi d'autre. Donc, qu'elle décide de vendre sur Kijiji ou sur n'importe quel site web. Donc, ça, c'est des signes qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, il faut intervenir, c'est de poser des questions. Empressement pour régler la succession. Donc, il y a des gens qui, oui, ont l'intention de se suicider, mais ils ne veulent surtout pas que ça ait trop d'impact. Je mets ça entre parenthèses, là, au niveau de la succession. Donc, la personne veut mettre son testament à jour, mais de façon très empressée. Du jour au lendemain, elle ne vous a jamais parlé de ça, puis tout d'un coup, c'est son désir. Ne partez pas en peur, ce n'est pas nécessairement automatiquement un signe précurseur de suicide. C'est peut-être une personne qui a réalisé que c'était peut-être le temps de faire son testament. Mais des fois, c'est un signe de suicide, si surtout il y a d'autres signaux d'alarme qui sont présents en même temps. Ça va? Joie de vivre inhabituelle, ça a été démontré dans les études et c'est vu en clinique. Quelqu'un très déprimé, puis du jour au lendemain, vous remarquez que durant 2-3 jours, ça va super bien. La personne donne ses vêtements, elle a des projets de voyage. Donc, si la personne n'est pas bipolaire, ça, c'est une autre raison de ces changements rapides de l'humeur. Il y a peut-être un suicide qui s'en vient. Donc, il faut faire attention, poser la question. Donc je ne comprends pas. Là. Tu étais déprimé hier, puis aujourd'hui, je te vois enthousiaste. Il est prêt à décrocher la lune. Donc, il faut poser les questions et essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et ça a été... Il y a des études qui ont interviewé des proches de suicidés. Et c'est des facteurs que ces gens-là ont remarqué à posteriori. Donc, effectivement, en repensant tout ça, la personne était vraiment joyeuse les dernières journées avant son suicide. J'ai été au cinéma avec elle, elle m'a parlé de ses différents projets, des choses qu'elle donnait. Donc, des fois, c'est des signes un signe que la personne était à risque de suicider. Ça, je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé ce petit tableau-là dans un document. Là, vous avez la référence en bas, la coalition, je dis trop vite, canadienne pour la santé mentale des personnes âgées, publiée en 2009. C'est une façon de retenir les signes précurseurs de suicide avec pas de pari. Hein. Le P, c'est pour pensée suicidaire. A pour anxiété, agitation. S pour substance, abus, dépendance, donc quelqu'un qui augmente sa consommation d'alcool, je l'ai dit tantôt. D pour désespoir. E pour émotivité, donc la colère, des sautes d'humeur. P pour piéger. Donc piéger, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est amener boucher. La personne a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose qui l'attend. La personne n'a pas vraiment de sens à sa vie. Ça, c'est pour le A, absurdité. R pour comportement à risque. Donc, la personne va commencer à prendre sa voiture puis se comporter bizarrement sur la route. Hein. Il y a une forme d'insouciance. Donc, elle va adopter des comportements à risque, changer de voie sans regarder, donc ce genre de choses-là. Ou sortir lorsque il vient juste d'avoir un verglas puis la personne sort à l'extérieur. Donc, des comportements un peu bizarres comme ça qui la mettent à risque. Et I pour isolement social. Donc, c'est une façon de retenir
les principaux signes précurseurs de suicide. Donc, on ne niaise pas que le suicide, autrement dit. Et ce que les études ont démontré, c'est que la plupart des aînés suicidaires, donc les gens qui ont passé à l'action, envoient des signaux avant de passer à l'action. Donc, il y a des signaux qui sont présents. Il suffit d'être attentif à ces signaux-là. Et souvent, malheureusement, on les voit après le passage à l'action. Donc, il faut porter attention. Ce n'est pas toujours évident. Donc, après avoir identifié les signes précurseurs du suicide, il faut passer à l'action, je le dis depuis tantôt. Donc, une bonne façon de passer à l'action, c'est d'en parler et surtout de ne pas vous gêner pour poser la question directement à votre proche, sans porter de jugement, évidemment. Donc, ça répond à la 5e question. Tantôt, je disais, il est préférable de ne pas parler de suicide à une personne déprimée, car cela pourrait l'inciter à passer à l'action. Au contraire, vous devez en parler pour briser le tabou, pour briser l'isolement social. Et ce n'est pas en parlant de suicide qu'on donne l'idée à la personne, au contraire. Donc, je ne le répéterai pas assez souvent. Oui, allez-y. Puis, il y a une façon de retenir les 3 questions à poser, ça s'appelle le COP. OK, allez-y. Comment, où et quand. OK, excellent. C'est une très bonne idée. Un très bon point. Comme, c'est ça, effectivement. Comment, où et comment. Coq. Et quand. Et quand, oui. Coq, C-O-Q, c'est ça. OK. Donc, ça fait référence au coq de tantôt. Il y a madame qui parlait de coq tantôt. Là. OK. Dans un autre contexte. Bon, continuons. Encourager la personne à consulter son médecin. Donc, tantôt, justement, la madame qui parlait du coq, là, elle a soulevé la difficulté à amener son proche à consulter son médecin. Puis, aussitôt que le proche est arrivé devant le médecin, donc, des fois, le médecin n'arrive pas à identifier les signes d'anxiété, de dépression. Mais malgré tout ça, il faut vraiment encourager, persévérer, y retourner plusieurs fois, trouver des trucs pour que la personne brise l'isolement, brise la glace et en parle. Il y a des gens qui ont honte d'en parler aussi. Il y a des personnes âgées qui préfèrent ne pas parler de suicide parce que c'est des pensées qui sont honteuses. Donc, il faut vraiment comprendre ça également. Et je pense que la bonne façon de faire, c'est de ne pas trop les pressuriser. Il faut les encourager, mais tout en les respectant. Oui, monsieur? C'est effectivement très lourd pour la personne qui aide. Il y a quand même un service à Montréal et à la banlieue, Suicide Action Montréal, qui donne un service pour les personnes avec des questions orientées vers les solutions qui permettent à la plan d'avoir une stratégie pour intervenir avec tout à fait. Suicide Action Montréal, oui. Je vais donner le numéro tantôt, à la fin de ma présentation. Donc, c'était déjà prévu. C'est quand même une conversation qui peut durer entre 20 et 25 minutes. Oui. Et qui guide la plan pour questionner, Oui. pour entrer en contact, parler de difficultés tout à l'heure. C'est plutôt axé sur le contact, le relationnel. Oui. Et c'est des gens qui sont spécialistes en suicide. C'est ça. Oui. Bénévoles, oui. avec une formation en psychologie. Oui, tout à fait. C'est un très bon point. Merci. Oui, allez-y. Un autre problème qui se présente, c'est que souvent les médecins, dans ces cas-là, reçoivent les conjoints ensemble. Oui. Et ils écoutent la personne qui est supposément malade et tournent toujours le regard vers la deuxième personne pour corroborer ce que dit la première personne. Ce qui souvent humilie la première personne. OK. Et qui met vraiment une situation entre les deux personnes très complexe. OK. Vraiment, Donc, ça peut créer des conflits dans le couple, par exemple, effectivement. Ouais. Écoutez, c'est pas facile, mais tout ça ne devrait pas vous empêcher d'essayer malgré tout, de pousser votre proche à aller voir son médecin, de briser l'isolement, de briser la glace, d'en parler. Il y a effectivement Suicide Action Montréal, c'est l'endroit à appeler si vous avez des pensées suicidaires ou si vous connaissez un proche avec des pensées suicidaires. Si vous jugez que le risque de suicidaire est élevé, accompagnez la personne à l'urgence. Donc ça, c'est important. Et ça, on peut le faire ça. Même on peut appeler l'ambulance, vous savez. Si vous jugez que la personne est sur le point de passer à l'action, que vous vous sentez impuissant, on peut appeler l'ambulance, puis les gens vont venir le chercher. Moi, en tant que psychologue, je l'ai fait quelques fois en bureau privé avec des clients plus jeunes que des personnes âgées, mais j'ai appelé l'ambulance parce que la personne était vraiment suicidaire, elle avait un plan précis.
Et là, c'est sûr que je suis psychologue, puis je l'ai dit aux ambulanciers. Les ambulanciers étaient là à l'intérieur de 5 minutes à peu près. Et après ça, il faut faire un suivi. Donc moi, j'appelais à l'hôpital pour être certain que la personne est bel et bien rendue. Puis les ambulanciers ont le devoir de se rendre à l'hôpital puis d'être certain que la personne reçoit les bons services, les services nécessaires. Donc vous pouvez faire la même chose avec votre proche ou vous-même, si vous avez des pensées suicidaires, c'est de vous présenter à l'urgence, de le dire, puis les gens devraient vous prendre au sérieux et essayer souvent, ils vont vous garder pendant une nuit ou deux pour vous examiner, pour être certain que tout va bien. Souvent, malheureusement, il y a une prescription de médicaments. Je dis malheureusement parce que, comme vous allez voir tantôt, ce n'est pas toujours nécessaire de consommer des médicaments pour traiter la dépression ou l'anxiété. Oui, dans certains cas, si la dépression est très sévère, et si c'est des dépressions en répétition, des dépressions récurrentes, le médicament est efficace, mais dans d'autres cas, vous n'êtes pas obligé de vous rendre jusque-là. Ne laissez, c'est-à-dire jamais seule une personne suicidaire. Ça, c'est beau sur papier, c'est pas facile à faire. Là. 24 heures sur 24, c'est pratiquement impossible. Mais il faut garder ça en tête, parce que si la personne est seule, si elle a un plan précis, donc elle va passer à l'action. Il faut faire attention. Il n'est pas facile de vivre avec une personne suicidaire, ça a été dit depuis tantôt. Donc, c'est important pour vous de garder une bonne santé mentale également. Et une des façons de garder une bonne santé mentale pour la personne qui aide, les voici. Je vais vous donner 10 trucs assez rapidement pour prévenir l'anxiété, la dépression et les idées suicidaires. Une des premières choses à faire, c'est de bouger, de faire l'exercice physique. Ça a été démontré comme étant efficace pour maintenir une bonne santé physique et également une bonne santé cognitive. Donc, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que l'exercice physique, si c'est bien fait, peut prévenir le déclin cognitif chez les personnes âgées et en plus d'augmenter la santé psychologique. Donc, ça réduit l'anxiété, ça réduit le stress, ça réduit les risques de dépression. Donc, c'est important de bouger. C'est important de se faire plaisir, de prendre soin de nous, surtout si vous vivez avec une personne suicidaire. Donc, oui, vous devez, je disais tantôt, être 24 heures sur 24 avec la personne, mais dans les faits, c'est important aussi de prendre soin de vous, d'avoir de la relève, des moments pour vous reposer, pour prendre soin de vous. Donc, d'aller au cinéma ou faire des activités plaisantes, par exemple. Apprenez à bien respirer. Il y a des façons de respirer, et ça, les psychologues sont vraiment bien outillés pour vous aider à mieux respirer. Respiration abdominale, une respiration de type yoga, permet de réduire de beaucoup le stress et la tension. Il suffit de pratiquer. Réduire la tension, il n'y a pas la tension, peut-être j'ai mal prononcé. Là. Adopter un régime alimentaire sain, ça a été démontré. Et je ne pourrais pas trop répondre à vos questions sur ce sujet parce que je ne suis pas nutritionniste, mais c'est important. Vous pouvez toujours aller consulter un nutritionniste. C'est important d'avoir nos 3 repas par jour. Ça garde une bonne santé physique, une bonne santé mentale et une bonne santé cognitive. Souriez, riez, dédramatiser, ça c'est important. C'est pas facile à faire pour une personne déprimée, mais des fois, ça vaut la peine d'essayer. Des blagues, d'aller voir des films au cinéma, des comédies. Il y a des études même qui ont démontré que le simple fait de se voir sourire dans un miroir a des effets bénéfiques au niveau du cerveau. Donc, ça peut aider les personnes déprimées. Il existe des thérapies par le rire également qui ont été démontrées efficaces, donc des groupes de thérapie structurés. Hein. On ne rit pas pour rire tout simplement, mais c'est structuré. Donc, c'est des façons de s'en sortir également, de dédramatiser la vie. Adopter une attitude positive, tout n'est pas noir, et ça, c'est le gros problème des personnes déprimées. La personne déprimée broie du noir, son avenir est bouché. Donc, le défi, c'est de ramener ses pensées dans le gris, hein, de nuancer les pensées. Et c'est ce que nous faisons en thérapie cognitivo-comportementale. Je vais en parler un peu tantôt. Là. Briser l'isolement social, ne gardez pas vos problèmes pour vous. Et ça, c'est vrai pour la personne qui a des idées suicidaires, également pour la personne qui aide la personne avec des idées suicidaires. Donc, d'aller vous-même vous chercher de l'aide. Donc, d'appeler, par exemple, Suicide Action Montréal, d'aller chercher de l'aide auprès d'organismes communautaires, de l'aide auprès de votre médecin, d'aller consulter un psychologue. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Prévoyez du temps de repos, essayez de bien dormir. Ça, c'est super important d'essayer de bien dormir. Encore là, facile à dire, pas facile à faire, surtout si vous avez un proche suicidaire et que vous ne savez pas si la personne va passer à l'action. Donc, si vous êtes plusieurs enfants dans la famille, pourquoi ne pas vous partager les tâches? Donc, à tour de rôle, l'enfant peut aller visiter l'aîné suicidaire,
qui a des pensées de suicide, des pensées dépressives, et c'est cette façon-là que vous pouvez maintenir un bon soutien social, un bon soutien émotionnel. Apprenez à dire non. Ça, c'est important parce que souvent, les personnes anxieuses, les personnes déprimées ont l'habitude de dire oui à peu près n'importe quoi. Donc, ils vont accepter n'importe quelle demande. Donc, c'est important d'apprendre à imposer ses limites pour ne pas se laisser embarquer dans n'importe quoi. Sinon, ça peut devenir très pesant, tout ça. Trouver un sens à votre vie, ça, c'est un point super important parce que les aînés suicidaires, souvent, c'est des aînés qui ont perdu un sens, hein, qui ne trouvent pas de sens à leur vie. Si vous, le sens de votre vie, c'est d'aider les autres, donc pourquoi ne pas faire du bénévolat? Si pour vous, votre sens à votre vie, je ne sais pas, moi, c'est de prendre soin de vos petits-enfants, donc c'est une très bonne idée. Donc, pourquoi ne pas prendre plus de temps pour prendre soin des petits-enfants? Donc, l'important, c'est d'avoir un sentiment de devoir accompli, on appelle ça un sentiment d'efficacité personnelle, d'avoir l'impression qu'on a bien réussi, qu'on a réussi nos tâches durant la journée. Donc, vous vous couchez le soir content d'avoir fait des choses durant votre journée. Donc, c'est super important de trouver un sens à votre vie. Encore là, les psychologues en thérapie peuvent vous aider à trouver un sens à votre vie. Donc, ces trucs-là ne sont pas infaillibles. Hein, c'est des petits trucs que vous pouvez utiliser au quotidien sans l'aide d'un professionnel, mais des fois, c'est important d'avoir l'aide d'un professionnel pour s'en sortir. Surtout lorsque vous pleurez constamment, je l'ai dit tantôt, ou votre proche pleure constamment, le proche suicidaire, vous n'arrivez plus à bien dormir, vous ressentez une fatigue extrême qui n'était pas là avant, vos inquiétudes sont persistantes, intenses et ne disparaissent pas avec le temps. Donc, c'est quelque chose qui devient presque obsédant. Vous avez perdu tout intérêt pour les activités que vous aimiez autrefois. Donc, ça, c'est un autre indice. Quelqu'un qui perd intérêt, perte de motivation soudaine. Donc, il ne faut pas niaiser avec ça et peut-être aller consulter. Vous ne vous reconnaissez plus ou les autres ne vous reconnaissent plus. Changement important au niveau des comportements, je l'ai dit tantôt. Augmentation de la consommation d'alcool, etc. Donc, vous accumulez les médicaments. Vous vous isolez de plus en plus. Donc, ça, c'est un autre indice de dépression. Vous n'êtes plus en mesure de fonctionner normalement. Vous avez perdu le goût de vivre. Donc, les petites phrases de tantôt, hein, je me sens vraiment inutile, vous seriez mieux sans moi, je ne sers à rien, je serais mieux de l'autre côté. Donc, ça, c'est des petites phrases que le proche peut vous lancer à l'occasion. Puis des fois, on passe à côté, malheureusement. Mais c'est peut-être des signes que la personne est déprimée et qu'elle a envie de se suicider. Pour traiter maintenant la détresse psychologique et prévenir le suicide, il existe les médicaments, je l'ai dit tantôt. C'est important de faire la distinction entre deux classes de médicaments. Il y a les calmants de type benzodiazépine, Lativan, Rivotril, Xanax, Xerax et compagnie. C'est des médicaments qui vont agir rapidement. À l'intérieur de 5 minutes environ, la personne va se sentir calme. Ce qui est recommandé, c'est pour un usage à court terme, moins de 3 mois, parce qu'il y a une forte accoutumance qui se développe avec ces médicaments-là, une forte dépendance à la fois physique et psychologique. Et c'est très difficile de s'en sortir seul. Donc, les personnes âgées qui en prennent depuis des années ont beaucoup de difficultés à arrêter le médicament. Et malheureusement, il y a beaucoup plus d'effets secondaires que d'effets bénéfiques à long terme. Augmentation des problèmes cognitifs. Il y a des études récentes qui démontrent que la prise de benzo est un facteur de risque important pour la maladie d'Alzheimer. Donc, ça augmente les risques de déclin cognitif en contrôlant pour d'autres facteurs. Et je parle de la prise de benzo à long terme. Là. Je ne veux pas trop vous faire trop de bruit comme ça. Donc, plus la prise de benzo à long terme. Donc, si vous en prenez depuis quelque temps ou si la personne en prend pendant 1 semaine ou 2, suite à un décès d'un proche, c'est correct. Là. Ne partez pas en peur avec ça, mais c'est des médicaments à éviter à long terme. Et si vous en prenez, je vous suggère de ne pas essayer d'arrêter seul les médicaments. Il faut en parler au médecin. D'ailleurs, dans mon laboratoire, il y a une étude qui va démarrer en 2015 où nous voulons aider les personnes âgées à sevrer leur benzodiazépine avec des groupes de thérapie. Donc, c'est des groupes de thérapie qui sont donnés par une psychologue. C'est tout à fait gratuit. Si ça vous intéresse, donc je vais donner les coordonnées tantôt. Vous pouvez contacter ma coordonnatrice de recherche, Fétia, puis elle va répondre à vos questions. Donc, deuxième case de médicaments, les antidépresseurs
on dit antidépresseurs, mais c'est également des médicaments qui sont prescrits pour l'anxiété. Donc, ce n'est pas juste pour la dépression, mais également efficace pour l'anxiété. Par exemple, le Paxil, le Luvox et compagnie. Donc, c'est les inhibiteurs sélectifs de la rocapsule, la sérotonine, le nom scientifique. C'est des médicaments qui vont agir moins rapidement que les calmants. Donc, souvent, ça va prendre de 6 à 8 semaines avant d'agir. Et ce qui a été démontré, c'était un peu moins risqué à long terme de prendre ces médicaments-là. Et là, je mets un bémol sur ce que je viens de dire. Il y a des études récentes qui disent que les antidépresseurs pour les personnes âgées ne sont pas nécessairement mieux que les benzos pour gérer l'anxiété et la dépression. Et là, je ne parle pas de dépression récurrente, de dépression majeure. Donc, quelqu'un qui fait des dépressions à répétition depuis l'âge adulte, souvent, c'est la prescription d'antidépresseurs à vie. Donc, là, je parle surtout de petites dépressions ici et là, où c'est votre première dépression, donc c'est préférable d'essayer d'autres solutions avant de prendre des médicaments. Et ça, ce que je dis là, je le dis à des médecins aussi, dans des conférences que je donne aux médecins. Donc, je ne suis pas gêné d'en parler. Il y a beaucoup de médecins qui pensent de cette façon-là aussi. C'est que, par contre, malheureusement, le système de la santé actuel est fait où le médecin n'a pas beaucoup de temps pour les consultations et la solution rapide, c'est la prescription de médicaments souvent. Et une autre des raisons, c'est qu'il n'y a pas de services de psychothérapie qui sont offerts gratuitement dans le service de la santé. Peu de psychologues. Donc, encore une fois, le médecin se trouve devant une décision déchirante. Est-ce que je prescris le médicament ou le patient, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre intervention. Donc, le médecin va prescrire le médicament sachant fort bien les effets secondaires. Donc, c'est une absence de choix, finalement, qui pousse les médecins à prescrire souvent. Oui? On dit que présentement, dans la société, les 3/4 de la population prennent des antidépresseurs. Oui. Est-ce que c'est pour s'amuser ou est-ce que c'est sérieux? Non, mais c'est vrai, c'est très élevé. Moi, je peux vous parler des benzos parce que c'est un peu mon dada puis c'est l'objet de mes études. Mais chez les aînés au Québec, là, 65 ans et plus vivant à domicile, il y a environ, si je me souviens bien, une personne âgée sur 3 qui en prend, donc 33 %. Et dans ces chiffres-là, il y a environ un 15 % qui souffrent de dépendance assez sévère. Juste pour vous donner un exemple, un comprimé de Rivotril, quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est 0,5 milligrammes, j'allais dire %, mais milligrammes, la dose initiale de médicaments. Donc, le médecin doit commencer par cette dose-là habituellement. Et il n'est pas rare de voir des personnes âgées qui en prennent 6-8 milligrammes par jour. Et là, je vois des réactions, mais la raison est la suivante, c'est qu'en plus de la dépendance que je parlais tantôt, il y a un phénomène de tolérance au fil des années. C'est-à-dire que pour avoir le même effet, on doit augmenter la dose. Donc, la personne âgée s'est rendue là après 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans de consommation. Vous, si vous prenez 8-10 milligrammes demain matin, vous tombez. Moi, je prends ça, je suis complètement knock-out l'après-midi, donc ça endort. Mais ces gens-là sont habitués, leur système s'est habitué aux médicaments et le système a besoin de plus de médicaments pour avoir le même effet. OK. Donc là, je parlais de médicaments. La chose à retenir, médicaments, c'est peut-être pas la première option, mais des fois, c'est nécessaire. Donc, il ne faut pas non plus mettre une croix complète sur les médicaments, mais ce qui existe, c'est les psychothérapies, notamment la thérapie cognitivo-comportementale. Ici, je vais vous donner des exemples d'interventions souvent utilisées en thérapie cognitivo-comportementale. Cognitivo, ça veut dire les pensées, c'est-à-dire que c'est une forme de thérapie où le psychologue va aider la personne âgée à changer sa façon de voir les choses. Au lieu de voir les choses en noir, on va essayer de mettre du gris dans ses pensées. Et comportemental, c'est le volet de la thérapie où le psychologue va aider l'aîné à passer à l'action, à s'exposer à ses peurs, à sortir de chez lui. Donc ici, vous avez un des premiers éléments souvent faits en TCC avec les personnes âgées suicidaires. Donc c'est tiré d'un article scientifique publié en 2012 qui concernait vraiment le traitement de la dépression et le suicide chez les personnes âgées. Donc ce que le psychologue fait habituellement, c'est qu'il va élaborer avec son client un plan de sécurité, un safety plan avec la personne suicidaire. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que la personne va savoir comment réagir si elle s'aperçoit qu'il y a des signes précurseurs. Donc, si je remarque la présence des signes X, Y ou Z, donc je commence à être un peu plus déprimé, je dors moins bien, je m'isole socialement, je peux, et là, il va y avoir des actions concrètes. Donc, je peux appeler mon voisin, je peux appeler mes enfants, je peux appeler Suicide Action Montréal. Donc là, le psychologue va signer un genre de contrat avec son client, un contrat de non-suicide, par exemple.
avec des actions concrètes en cas d'idées suicidaires. On va, avec les clients, identifier les raisons de vivre également. Et le but, c'est de redonner espoir à la personne suicidaire déprimée. Donc, quel sens la personne veut donner à sa vie? Donc, est-ce que c'est de faire du bénévolat? Est-ce que c'est de commencer des nouvelles activités? Ça peut être n'importe quoi, mais il faut trouver un sens. Aider la personne suicidaire à se réseauter, ça c'est super important parce que les personnes suicidaires sont souvent isolées socialement. Donc, on doit augmenter avec ces gens-là leur réseau social, les encourager à aller à des présentations dans les organismes communautaires, des présentations comme aujourd'hui, c'est excellent pour briser l'isolement social, parce qu'après la présentation, vous allez parler à des gens, vous rencontrez des gens. Donc, c'est super important de faire ça. Enseigner des stratégies pour résoudre efficacement les problèmes. Ça a été démontré. Les personnes anxieuses, face à des problèmes, vont mal réagir. Et ça peut être un problème aussi simple que d'aller chercher du lait au dépanneur. Donc, ça peut paraître simple, mais une personne anxieuse, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de lait pour déjeuner. Mon auto, je ne l'ai pas. Mes enfants sont partis. Donc, elle va partir dans ces scénarios catastrophiques à partir d'une banalité, entre guillemets. Donc, comment résoudre ces problèmes-là? Donc, la résolution de problèmes, je ne sais pas si vous connaissez déjà les étapes. On doit faire un brainstorming de toutes les solutions possibles sans se censurer, choisir les meilleures solutions, les ordonner, les évaluer, passer à l'action. Donc, le psychologue peut vous aider. Je parle assez vite, là, mais le psychologue peut vous aider à tout faire ça. Remettre en question les pensées dépressives, anxieuses et suicidaires, ça, c'est la partie plus cognitive de la thérapie. Ça revient à ce que je disais tantôt. Il a été démontré que les personnes, en fait, il y a un lien entre vos pensées, vos émotions, vos comportements. Donc, comment vous percevez l'environnement va déterminer comment vous allez vous sentir et comment vous allez vous comporter. L'exemple que je donne souvent, je ne sais pas, est-ce qu'il me reste du temps un peu? Un peu, hein? L'exemple que je donne souvent, quelle serait votre première réaction, votre première pensée si votre conjoint arrive avec des fleurs ou votre enfant? Donc, votre première pensée pourrait être il veut me faire plaisir. Donc, si c'est ça votre première pensée, vos émotions seraient positives, de la joie, et vous seriez porté à aller l'embrasser, le remercier. Par contre, si la situation est identique, mais au lieu de penser que la personne veut vous faire plaisir, vous pensez au fait qu'il y a quelque chose à se faire pardonner. Votre conjoint vous a trompé, ou je ne sais pas trop quoi. Donc, vos émotions ressenties seraient complètement différentes. Hein? Pourtant, c'est la même situation, recevoir des fleurs. Et la thérapie cognitive, c'est un peu l'objectif, c'est d'essayer d'aider la personne à voir les choses différemment pour qu'elle puisse se sentir mieux dans sa peau. Et ça fonctionne très bien avec des personnes âgées, dépressives, anxieuses ou avec des idées suicidaires. Et une autre composante super importante de la thérapie, on appelle ça de la réactivation comportementale, c'est de planifier des activités plaisantes avec le proche, avec le conjoint, la conjointe, pour redonner le goût de vivre. Et le grand défi avec les personnes déprimées, c'est le manque de motivation. Donc, la personne ne veut pas le faire parce qu'elle n'a pas d'énergie, elle ne veut pas passer à l'action. Et là, c'est de l'inciter à essayer de passer à l'action un peu. Donc, peut-être de ne pas viser trop haut la première fois, d'aller faire, de monter le Mont-Royal, par exemple, mais tout simplement de sortir sur son balcon, de sortir d'aller au dépanneur ou des choses relativement simples, mais l'important, c'est de sortir, de bouger, de planifier des activités plaisantes. Donc, ça peut être n'importe quoi d'autre, de la lecture. Donc, c'est mieux des activités plaisantes avec des contacts sociaux, donc pour améliorer, pour augmenter le soutien social également, le soutien émotionnel. Comment vous appelez ça? Pardon? Comment vous avez dit que ça s'appelle? Ça, c'est la réactivation comportementale. C'est ça, c'est une stratégie comportementale souvent utilisée avec les personnes déprimées. Donc, 2 raisons pour choisir la psychothérapie et non les médicaments, c'est que la psychothérapie de type TCC, la thérapie cognitivo-comportementale par exemple, ça permet de réduire les effets indésirables associés à la prise d'un benzo ou d'une benzo et d'un antidépresseur. Donc, une thérapie n'a pas d'effet secondaire, sauf votre temps. Donc, une psychothérapie, ça peut durer 8 à 10 semaines, une fois par semaine. Donc, le seul effet secondaire, c'est que vous devez vous déplacer, aller voir le psychologue. Et ça prend 1 heure de votre temps par semaine, en plus des exercices à faire à la maison. Et ça réduit les risques d'interactions médicamenteuses et de complications médicales parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes âgées prennent beaucoup de médicaments. Donc, le fait d'ajouter un antidépresseur vient complexifier le tableau clinique et des fois, il y a des interactions avec d'autres types de médicaments
Tandis qu'une psychothérapie, il n'y a pas d'interaction avec d'autres types de médicaments. Donc, c'est plus sécuritaire dans ce sens-là. Et je le répète, la seule chose le seul inconvénient, c'est que vous devez vous investir dans la psychothérapie. Et si c'est en bureau privé, il y a des frais associés à ça, évidemment. Est-ce que les CLSC peuvent aider? Oui, je crois, mais le problème, je le disais tantôt, dans le système de services publics, l'accès aux psychologues est très difficile, très restreint. Donc, oui, c'est d'en parler à votre CLSC. Et souvent, il y a une liste d'attente, donc vous devez attendre pour voir le psychologue, mais c'est une des solutions, effectivement. Pour les personnes plus fortunées, c'est d'aller consulter en bureau privé. Ou une autre solution, c'est de participer à des projets de recherche aussi. Là. Comme dans mon laboratoire, là, je fais de la publicité pour mon labo. On peut vous offrir des thérapies gratuites et le seul inconvénient, c'est que vous devez remplir des questionnaires avant et après, parce que nous, on veut savoir s'il y a des progrès après la thérapie comparativement avant. Donc, c'est à peu près le seul inconvénient. Oui. Je peux vous poser une question parce que je dois partir. Oui, allez-y. Une collaboration entre votre département et la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Département de psychologie, vous voulez dire? Oui. Dans le curriculum de la faculté de médecine, est-ce que... Probablement. Droit de parole? Probablement, oui. Mais je pourrais pas vous... Moi, personnellement, je n'ai pas de collaboration directe, là, mais... Oui, ça devrait, oui. Oui. Oui, les médecins sont de mieux en mieux formés pour détecter les signes d'anxiété et de dépression, heureusement. Mais le but premier d'un médecin, c'est-à-dire l'objectif premier d'un médecin, c'est de traiter les maladies physiques. Donc, c'est sa job première. Donc, on ne peut pas accuser les médecins de mal faire leur job parce que c'est pas... Non, c'est ça. Des outils. Oui, peut-être, effectivement. Oui. Donc, si je reviens... Oui, allez-y. La question, c'est que... Oui, Dr. Tannenbaum, effectivement. Oui. Avec beaucoup de respect, M. Grenier, avez-vous une méthode pour qu'on puisse comment dépister un bon psychologue? Parce que même à la télévision, ils nous mettent des annonces, et moi, j'en ai vu un peu un autre. Oui, c'est une bonne question, un bon psychologue. Écoutez, là, je n'ai pas beaucoup de temps, c'est ça, je dois bientôt arrêter. Mais venez me voir tantôt, je vais rester ici. Mais je ne fais plus de bureau privé, mais venez me voir pour que je puisse répondre à votre question. C'est ce que je voulais dire. J'ai une question à vous poser, c'est très important. Parce que vous avez dit de choisir la psychothérapie. Comment vous arrangez avec le patient pour arrêter complètement les médicaments? Oui, bien, en fait, dans l'étude que je vous présentais tantôt, là, je vous ai présenté ça rapidement, mais c'est un groupe de thérapie où la personne apprend à mieux gérer son anxiété, son insomnie, sa dépression sans médicaments, et graduellement, le médicament est arrêté. Et c'est supervisé par un médecin. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, ça serait de contacter ma coordinatrice de recherche. Là, je vais juste... Parce que je vois que je vois des signaux ici qui me disent d'arrêter, là. Juste, je finis avec la conclusion pour bien terminer ma présentation. Donc, en conclusion, le taux de suicide chez les 65 ans et plus diminue au Québec. Ça, c'est à retenir. C'est la bonne nouvelle. Les hommes pas de 65 ans, mais de 80 ans et plus sont particulièrement à risque. Il est possible de prévenir le suicide. Il suffit d'être attentif aux signes précurseurs et surtout d'en parler. Le fait de parler de suicide avec une personne ne la rendra pas suicidaire. Au contraire, il faut le faire. Puis il existe des interventions psychologiques qui sont vraiment validées, qui sont efficaces pour traiter la détresse psychologique et prévenir le suicide, notamment la thérapie cognitivo-comportementale. Donc ici, vous avez le numéro de Suicide Action Montréal en haut. Donc c'est gratuit, vous pouvez appeler à tout temps. Si vous avez des questions, vous avez mon courriel. Sinon, ici, c'est vraiment pour participer à nos projets de recherche ou à de l'information. Vous pouvez contacter FETIA et aller voir sur mon site web. Donc, c'est www.laboleader.ca. Nous décrivons chacun des projets de recherche. Donc, si ça vous intéresse, ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans notre laboratoire. Merci et bonne soirée.